Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode Kickstarter 101 Or-Not dans lequel je te présente le célèbre jeu de Martin Wallace édité par Roxley Games, Brass Birmingham, que je pense qu'il est encore premier présentement sur BGG. Il a fini par déclasser Gloomhaven, on se demande ce qui s'est passé. Brass Birmingham, c'est donc un jeu de développement économique qui va se jouer de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu hautement compétitif et quand même assez féroce. C'est un jeu qui est, on peut dire, célèbre, je pense, ou en tout cas un classique moderne, définitivement avec une nouvelle édition de Roxley Games qui a fait un très beau travail. Je ne te cacherai pas que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais quand même te présenter comment on y joue. C'est pas un jeu nécessairement facile à expliquer. Présenter comment on y joue, la mise en place, les mécaniques principales du jeu. Je te reviens à la fin te dire ce que j'en pense un petit peu plus en détail. Spoiler, j'aime ça. Donc, au niveau de la mise en place, on va commencer par préparer notre plateau de jeu. Soit dit en passant, il est réversible. Il y a un côté qui est un petit peu plus pâle, un côté qui est un petit peu plus foncé. Je l'installe de ce côté-là. Pour cette partie-ci, première chose qu'on va faire, on va installer le marché qu'on a. On a un marché de charbon, un marché d'acier. Le marché, dans le fond, on va tout simplement le remplir de queues en partant du haut vers le bas. Puis les petites cases qui sont désignées par un point, ces cases-là, on va les laisser vides en début de partie. Quand on peut le voir, on va avoir beaucoup de charbon qui est disponible, qui a 2 cases de charbon vis-à-vis chacun des prix, mais il y a certaines cases qui vont rester vides en début de partie. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, on va aller placer certaines tuiles de marchand. Selon le nombre de joueurs qu'on est, on va commencer par sortir du jeu certaines des tuiles. J'ai installé une partie à 2 joueurs, dont toutes les tuiles sont indiquées 3 ou 4 joueurs seulement. On va les enlever de la partie. Et les tuiles restantes, on va les brasser, puis on va les mettre au hasard. On voit par exemple celle-ci, c'était une tuile qui était pour 2, 3 ou 4 joueurs. On va les brasser et on va les placer au hasard sur les cases qui sont désignées avec le même nombre de joueurs. Fait que ici j'en ai 2, ici j'en ai 2 et j'en ai une autre à un autre endroit du plateau. Certaines de ces tuiles ont un dessin qui est imprimé, d'autres sont vierges. Vis-à-vis les tuiles qu'il y a quelque chose d'imprimé, on va les placer un petit baril de bière. Fait que ça va donc m'en faire 2 à placer juste ici. Dans le cas d'une partie à 2 joueurs, on a un 5e emplacement à aller placer un jeton. Comme c'est un jeton qui est imprimé, je vais aller placer un baril de bière devant également. On va avoir ensuite les différentes cartes à préparer. On va avoir différentes cartes qui sont des wild. On va en prendre une par joueur par type. Donc 2 cartes wild de ce type-là, 2 de ce type-là, dans une partie à 2 joueurs qu'on va aller placer ici. Pour le reste des cartes, on va faire comme on a fait avec nos tuiles de marchand. On va aller sortir du deck toutes les cartes qui ne correspondent pas au nombre de joueurs qu'on est. Fait que toutes les cartes à 3 et à 4 joueurs, je vais les enlever. Ça correspond à un certain nombre de couleurs de cartes. Et toutes les cartes restantes, donc, on va les brasser comme il faut. On va se faire un deck qu'on va les placer pour se faire une pige juste ici. Au niveau de la mise en place individuelle, chaque joueur va avoir à choisir un plateau de joueurs qui va être à sa couleur et on va avoir un paquet de tuiles à les classer en différents types d'industries et en différents niveaux sur cette plaque-là, sur ce plateau de joueurs personnel. Quand c'est terminé de classer, ça devrait ressembler normalement à ceci. Habituellement, on essaie de prendre le plateau qui matche avec la couleur des jetons. J'en ai pris un pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, on va avoir des tuiles de charbon qui vont être numérotées de 1 à 4, des tuiles de production de fer. On va avoir 3 types de tuiles d'industrie qu'on va pouvoir aller chercher, puis on va avoir nos tuiles de production de bière qui sont juste ici. En plus de ça, les joueurs vont se prendre 17 sous à la banque. Là, on a la version de Roxley Games avec les jetons de poker. Donc, on va prendre une valeur de 17 livres, en fait, à la banque. On va avoir des jetons de réseau à se prendre, à se faire une réserve avec ça. Les joueurs vont avoir un jeton premier joueur qui va être désigné au hasard sur la piste de premier joueur qui va être juste ici à la gauche du plateau. Les joueurs vont avoir un marqueur de point de victoire qui va commencer sur le 0 et un marqueur d'income qui va commencer sur le 0, mais de la valeur de revenu, c'est-à-dire la deuxième petite valeur. Fait que le 0 qui est juste ici. Fait que les chiffres en argent puis en doré, ça c'est le revenu. Les joueurs vont commencer avec un 0 de revenu. Finalement, les joueurs vont avoir préparé leur main initiale. Pour le premier tour de jeu, les joueurs vont piger une carte qui va constituer le début de leur défausse. Puis ils vont ensuite se rajouter 8 cartes pour composer leur main de carte initiale. Et quand ça c'est fait, il va rester à distribuer une aide de jeu à chaque joueur.
et la partie est prête à être commencée. D'abord, comment gagne-t-on, perd-on à Brass Birmingham? Ben, c'est un jeu à point de victoire. On va jouer un nombre de tours fixe qui est déterminé par le nombre de cartes qu'on va avoir dans le deck de cartes selon le nombre de joueurs qu'on est. Et ensuite, on va jouer donc un certain nombre de tours fixes et on va tenter de marquer un maximum de points de victoire. Pour marquer des points de victoire, on va avoir à aller construire des industries, différents types d'industries. Il y a grosso modo deux concepts généraux. Il y a les industries qui vont produire des ressources, comme par exemple cette usine de fer qui le produit, comme on le voit, 6 cubes de fer. Ces industries-là, si on les construit à un endroit qui est demandé et qu'on réussit à vider l'industrie de tous ces cubes, bien, on va la retourner puis il va avoir une valeur de points de victoire qui va s'ajouter à notre réserve, qui va se faire marquer un maximum de 2 fois dans la partie. Et on a une valeur de réseau de la tuile, qui est l'espèce de petit symbole octogonal en haut à droite, qui va rapporter des points si notre réseau est connecté à cette ville-là. Les deuxièmes types de tuiles, c'est les tuiles de marchands, les tuiles de marchandises, qui vont demander à être construites à certains endroits précis du plateau de jeu, comme ici par exemple. Ça, on va avoir à prendre une action spéciale pour pouvoir vendre les ressources qui sont dessus, tourner la tuile, et là, le concept devient le même. On a une valeur de point de victoire en hexagone qu'on va marquer à différents moments de la partie, et une valeur de point de victoire si c'est connecté à un réseau spécifique. On va donc jouer pendant un nombre de tours fixe, déterminé par le deck de cartes qu'on a. Celui qui va avoir le plus de points de victoire en fin de partie va l'emporter. Débutons par résumer la structure du tour de jeu. Elle est fort simple dans Brass Birmingham. Chaque joueur va avoir une main de cartes. Il va avoir une série d'actions qu'il peut entreprendre grâce à cette main de cartes-là. Au premier tour de jeu de la partie, chaque joueur va jouer une action, et chaque action qu'on joue, peu importe l'action qu'on choisit, on doit défausser une carte pour jouer cette action-là. À partir du deuxième tour de jeu, chaque joueur va jouer 2 cartes, donc 2 actions, pour continuer la partie. Et le principe est qu'on va jouer donc nos 2 actions, on va défausser nos cartes, puis on va faire les actions une à la suite de l'autre. Si on dépense des sous pour les actions qu'on fait, on va mettre la valeur totale qu'on va avoir dépensée pendant notre tour de jeu sur notre marqueur de tour. À la fin d'un tour de jeu, quand j'ai joué mes 2 actions et l'autre joueur a joué lui aussi ses 2 actions, mais à la fin de ce tour-là, celui qui a dépensé le moins d'argent va passer premier dans l'ordre de tour de jeu, et ensuite on va défausser le montant qui est désigné dessus. Les joueurs vont ramasser leurs revenus, fait qu'on va aller voir ce marqueur-là, il est vis-à-vis quel chiffre. Présentement, il est vis-à-vis le 0, donc chaque joueur marquera 0. C'est tout à fait possible d'avoir un revenu négatif, donc des dettes, ce qui veut dire qu'à la fin de mon tour de jeu, j'aurai à payer 4 sous, 4 livres. Et quand c'est fait, les joueurs vont repiger des cartes, le nombre de cartes qu'ils ont jouées, habituellement 2 sauf 1 au premier tour de jeu, pour compléter leur main. Éventuellement, il ne restera plus de cartes dans le deck de cartes qui est juste ici. Éventuellement, on va vider ce deck-là. Donc, au lieu de remplir sa main à 8 cartes à la fin d'un tour de jeu, on va tout simplement jouer toujours 2 jusqu'à temps que notre main soit complètement vide. Et quand ça va arriver, on va avoir une phase de score de points. On va scorer les points une première fois. Puis, on va faire ça une deuxième fois dans la partie. Redistribuer des cartes, rejouer 2 cartes par tour de jeu et repasser au travers le paquet de cartes une deuxième fois. Puis quand on va avoir fait ça, la partie va se terminer à ce moment-là, puis on va marquer les points une deuxième fois. Puis avoir la phase de score finale. Donc, à son tour de jeu, on joue 2 cartes, sauf au premier tour de jeu, on en joue une. On prend des actions avec ces 2 cartes. On met l'argent qu'on a dépensé sur son jeton juste ici pendant son tour de jeu. À la fin du tour, on réajuste l'ordre d'initiative. On ramasse son revenu ou on le dépense si jamais on est dans la dette. Et ensuite, on repige son nombre de cartes pour continuer. Premier concept important avant d'entrer dans le détail des règles, c'est le concept de ton réseau individuel, ce qui appelle dans les règles ton network. Ton réseau individuel, un lieu va faire partie de ton réseau si tu as une tuile à l'intérieur de ce lieu-là. Par exemple, pour le joueur mauve, on a Kidderminster, Coldbrookdale puis Wayside qui font partie de son réseau. Ou si la ville est adjacente à une de tes tuiles de réseau, qui sont ces petites tuiles ici. Dans le cas du joueur mauve, donc, on a la ville de Dudley puis la ville de Wolverhampton qui s'ajoutent à ce qui fait partie de son réseau, étant donné qu'elles sont adjacentes à des tuiles réseau qui sont déjà mises en place. Dans le cas du joueur jaune, on a Dudley, Wayside, Birmingham et Coventry qui font partie de son réseau parce qu'il y a une tuile à l'intérieur. Et elles sont également adjacentes à ces tuiles de réseau qui sont déjà placées, mais il n'y a pas d'autres villes qui intègrent son réseau grâce à une tuile déjà placée. Par contre, s'il construisait éventuellement une tuile réseau juste ici, ça ferait que Nuneaton
fait partie de son réseau, étant donné que maintenant il est adjacent à une de ses tuiles réseau. Fait que ça, c'est un premier concept important à comprendre, son réseau. Deuxième concept important à comprendre, c'est la consommation des ressources. Comment les ressources vont se consommer dans le jeu. Il y a 3 types de ressources. Il y a du charbon, il y a de l'acier et il y a des barils de bière. Les 3 types se consomment de 3 façons différentes. Si on a besoin de consommer du charbon, on va commencer par celui-là. On va toujours aller consommer le charbon le plus proche d'où on se trouve et qui est connecté à nous autres, que ce soit via notre réseau ou via le réseau d'un autre joueur. Par exemple, si je voulais construire quelque chose ici à Wolverhampton et on me disait que ça me coûte du charbon, disons que cette tuile-là ici me coûtait, disons, 2 charbons, bien, en la construisant là, je vais aller prendre les charbons qui sont le plus proches, donc les 2 charbons qui sont ici. Si cette tuile-là est vide, soit dit en passant, ça voudrait dire qu'elle serait tournée, mais je vais aller prendre quand même le charbon qui est le plus proche, donc ça serait ce charbon-là. Je n'aurais pas le choix d'aller prendre du charbon différent si moi j'en avais une qui m'appartient. Si jamais cette tuile-là était vide, bien, on voit qu'en continuant la connexion, même si c'est plus mes wagons à moi, bien, j'ai encore une autre tuile qui est disponible ici. Fait que si en construisant ça ici, ces deux-là étaient déjà vides, bien, c'est les 2 cubes de charbon juste ici que je prendrais. Fait qu'on doit donc être connecté au charbon, pas nécessairement via notre réseau individuel, mais notre réseau doit être connecté à un réseau qui, lui, a accès au charbon. Si jamais il n'y a pas de charbon de disponible sur la tuile et que nous sommes connectés à ce petit icône-ci, qui est l'icône d'accès au marché, il y en a à différents endroits sur le plateau de jeu. Si on est connecté, l'endroit où on veut construire notre bâtiment est connecté à ça, bien, ça nous donne accès au marché. On peut utiliser le marché juste s'il n'y a pas d'autres charbons disponibles qu'on est obligé d'utiliser. Donc, dans cette situation-ci, je serais obligé d'utiliser ce charbon-là avant de passer par le marché. Si on veut utiliser utiliser les cubes du marché, on va simplement payer le coût qui est là pour chaque cube qu'on a de besoin. Fait qu'un sou, 2, 3 sous, ça me permettrait d'utiliser les 2 premiers cubes. Pour la deuxième ressource, dans le cas du fer, c'est un petit peu différemment. Si dans le même exemple, je voulais construire cette industrie-là, mais au lieu d'avoir besoin de charbon, j'ai besoin de fer pour la construire, d'acier, je peux aller le chercher n'importe où sur le plateau de jeu, même s'il n'y a aucune connexion qui me rende. On voit que dans ce cas-ci, je ne suis pas connecté à la ville ici qui est connectée jusque-là. Si je viens ici, j'ai enlevé celle-ci pour mon exemple, donc on voit que je ne suis pas connecté. Mais comme c'est une ressource qui est différente, celle-là, on peut juste y aller. Fait que si je n'ai besoin de 3, par exemple, je les prends où c'est disponible sur le plateau de jeu, c'est moi qui choisis, puis je vais tourner, je ne suis pas obligé d'aller au plus proche, je prends celui qui me convient sur le plateau de jeu. Et comme je l'ai déjà dit dans le cas du charbon, si on prend le dernier cube qui est disponible dans un endroit, on va tourner la tuile, puis ça va donner un bonus quelconque sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. La troisième ressource, la bière, évidemment, fonctionne de façon un petit peu différente. La bière, on va avoir 3 façons différentes de la consommer selon les circonstances. Si je veux consommer une bière qui m'appartient, par exemple, je suis le joueur jaune, pour construire, je veux vendre ce qui est produit par cette industrie-là, on me dit donc, il y a un petit icône ici qu'on me dit que je dois consommer une bière. Comme je suis le joueur jaune et qu'il y a présentement une bière disponible qui m'appartient, je peux aller la chercher sans avoir passé par le réseau de personnes. Fait que même si j'avais rien ici, j'aurais accès à cette bière-là parce qu'elle m'appartient. Fait que ça serait ce cas-ci, j'aurais juste enlevé la bière pour dire que je l'ai consommée. Si je suis le joueur mauve, comme la bière appartient au joueur jaune, pour y avoir accès, je dois y être connecté, que ce soit via un bateau de ma couleur ou que ce soit en passant par les bateaux de l'autre joueur. Fait que si par exemple j'étais connecté comme ça ici, je suis le joueur mauve et j'ai besoin d'une bière, bien, si je suis le réseau, je suis capable de me rendre à cette bière-là, donc je pourrais l'utiliser tant que l'endroit où je veux consommer ma bière, où j'en ai besoin, peut se connecter jusqu'ici. Fait que si, par exemple, en construisant celle-ci, on voit que ça prenait une bière, je suis capable de m'y rendre en m'y connectant, donc je peux la consommer. La troisième façon, c'est qu'on a dans notre mise en place placé certaines bières comme ça ici. Ça veut tout simplement dire que si chaque bière est associée à un type d'industrie spécifique, si je suis connecté à cette bière-là et je vends à ce marchand-là une industrie spécifique dont le dessin correspond à ça, par exemple celle-ci, le dessin correspond à ce qui est demandé par le marchand, il y a un petit symbole de consommation de bière. Comme j'y suis connecté, je peux aller prendre cette bière-là, mais je dois y être connecté. Donc, mes 3 choix, si c'est de ma couleur, je peux le prendre n'importe où sur le plateau. Si je vends un marchand spécifique et je vends cette industrie-là à ce marchand-là, je peux prendre la bière du marchand. Ça, il y en a une de disponible par air. Et si ça appartient à l'autre joueur, bien, je dois être connecté à la bière de l'autre joueur. Via mon réseau, via la connectivité globale de tous les bateaux ensemble,
pour être capable d'y accéder. Tout ce que je viens de dire dans les 3 derniers segments, soit dit en passant, sont résumés sur le plateau de jeu. Fait que le charbon doit être connecté par bateau ou par train si je veux l'utiliser. La bière doit être connectée par bateau ou par train, sauf si elle m'appartient, je peux la prendre de n'importe où, alors que l'acier, je peux le prendre de n'importe où. Allons donc maintenant avec les actions qu'on peut faire dans le jeu une par une. On va avoir 6 choix d'actions différentes. Pour chaque action qu'on veut faire, on doit défausser une carte de notre main. Le type de carte qu'on va défausser, il est important juste si on fait la première action, donc Build. Mes autres choix d'actions, genre Network, Develop, Sell, Loan, puis Scout. On va les prendre une par une. On va commencer par la deuxième, descendre jusqu'à la dernière, et on va garder l'action Build en dernier. Donc, première action, le réseau. Développer son réseau, on doit défausser une carte de sa main, n'importe laquelle, elle n'a pas d'importance, pour pouvoir construire une tuile réseau. Ça va fonctionner un petit peu différemment dans les 2 parties du jeu, dans la première ère et dans la deuxième ère. Dans la première ère, ça va tout simplement nous coûter 3 de livres sterling, fait que on n'oublie pas qu'on va aller le placer sur notre pion de joueurs à chaque fois qu'on dépense de l'argent. Et on va aller placer notre tuile adjacente à n'importe quelle ville sur laquelle nous avons déjà présentement une tuile. Dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais la construire juste ici. Disons que ça, je n'ai pas ça là. Et si plus tard, j'en construis une autre, mais je pourrais la construire juste ici ou juste ici. Une fois que j'ai construit une autre tuile, par exemple, dans la ville de Birmingham, ben, ça me permet d'aller construire mes tuiles de réseau en suivant ce réseau-là. Je précise que certaines cases sur lesquelles on peut construire les réseaux ont 2 couleurs, comme ici elle est bleue et noire, alors qu'ici elle n'est seulement que noire. Je dois respecter ce qui est demandé par ma tuile. Dans la première ère, on va placer juste les bateaux. Donc on va aux 2 extrémités, il est sur un fleuve ou une rivière, donc on voit l'eau, fait que je peux le placer sur une case d'eau. Il ne peut y avoir qu'une tuile de réseau par zone, fait que si je prends possession de cette section ici de réseau, le joueur adverse ne pourra pas le prendre. À l'inverse, si le joueur adverse a par exemple une tuile de réseau juste ici, ben moi je ne pourrais pas aller la chercher. Dans la deuxième ère, on va tourner nos jetons de l'autre côté, puis là on va pouvoir accéder aux chemins de fer, mais les chemins de fer les endroits que c'est uniquement des chemins de fer sont inaccessibles dans la première ère. Dans la deuxième ère, c'est un petit peu différent. Dans la deuxième ère, quand on va construire des réseaux, on va avoir 2 options. Soit on va construire un réseau, soit on va en construire 2 d'un seul coup. Dans tous les cas, dans la deuxième ère, on va construire les chemins de fer. Il n'y aura plus de bateaux dans la première ère. On rentrera plus en détail quand on va voir la fin d'une ère. Quand on construit les chemins de fer, comme je viens tout juste de le dire, ben cette fois-ci, on va avoir accès aux chemins de fer. On va pouvoir les construire directement là-dessus. Ça va coûter 5 livres sterling si on en construit un, ou ça va coûter 15 livres sterling et une bière si on en construit 2. Dans tous les cas, on comprendra que si on en construit 2, on doit avoir un accès à la bière en expliquant les règles que j'ai déjà expliquées. Donc, si j'ai une industrie qui produit de la bière qui est de ma couleur, je peux aller chercher n'importe où. Si la bière appartient à mon adversaire, je dois y être connecté par le réseau commun. Ça va également coûter du charbon dans la deuxième ère. Fait que, après avoir placé mes tuiles, je dois avoir une connectivité au charbon. Toujours en suivant les règles que j'ai déjà expliquées. Dans ce cas-ci, ça fonctionnerait, même en plaçant mes 2 chemins de fer ici, parce qu'il y a des charbons ici. Je dois avoir un charbon par tuile que je place. Comme j'ai dépensé 15 sous pour placer 2 tuiles, ben, ça me prend une bière et je vais prendre les 2 charbons qui sont sur cette usine-là. On se rappelle que quand on vide une tuile, on va tourner la tuile de l'autre côté, montrant qu'elle a été vidée. Encore une fois, tout ça est rappelé sur le plateau de joueur. Fait que dans la première ère, qui est indiquée par ce petit symbole-là, 3 sous pour placer une tuile de bateau. Dans la deuxième ère, 5 ou 15 sous accompagnés d'un charbon ou 2 charbons et une bière pour placer respectivement 1 ou 2 chemins de fer. Deuxième action que tu peux faire, tu peux vendre des biens. Fait que tu as 3 types d'industries qui vont produire des biens. Il y a le potier, tu as une manufacture, puis tu as l'usine de coton, ça c'est manufacture, et tu as l'usine de coton. Pour vendre ça, tu dois donc avoir une tuile qui n'est pas encore retournée, donc qui n'est pas encore vendue. Et tu dois être connecté à un endroit qui en veut. Ça, c'est les tuiles qu'on va avoir placées en début de partie. Par exemple, lui, c'est le marchand qui est là, il va prendre de n'importe quel type de marchandises. Il y a les 3 icônes. Alors lui, qui va juste prendre les marchandises de type manufacture. Fait que selon le type de marchandises que tu veux vendre, tu dois être connecté par un réseau, le réseau commun, jusqu'à l'endroit où tu désires vendre. Par exemple, lui, il pourrait vendre juste ici, lui, il pourrait vendre juste là, tandis que lui, il pourrait vendre à n'importe quel des 2 endroits. On voit de la façon que j'ai placé, il est connecté de partout, fait qu'il est correct.
Si tu vends et que tu as besoin d'une bière, si tu as besoin d'une bière, ça va être indiqué juste ici. Tu dois également être connecté à cette bière-là, toujours en respectant les règles que j'ai déjà expliquées. Donc, si c'est ta bière, tu n'as pas besoin d'y être connecté. Si c'est la bière de l'adversaire, tu as besoin d'y être connecté. Ou, dans le cas de la vente, si par exemple je vends lui ici, on voit que le marchand, il y a une bière qui est disponible sur son lieu. Quand tu vends, si par exemple j'ai lui, je le vends là, je suis connecté par le réseau, ça c'est Oxford, fait qu'on voit que je suis connecté, je peux tout simplement le tourner pour dire que j'ai vendu, je consomme la bière. Cette bière-là peut se consommer juste une fois par heure. Celui qui la consomme va gagner le bonus qui est juste ici. Dans ce cas-ci, il y en aurait un différent bonus et chaque lieu va avoir son propre bonus. Et on va tourner cette tuile-là, donc quand on fait la vente. Ça fait déjà quelques fois que je parle du fait de tourner ces tuiles. On a déjà vu les différentes façons de les tourner. Fait que pour les usines qui produisent des cubes, soit on l'a vidé de cubes. Et maintenant que j'ai expliqué l'action de vente, pour les usines qui peuvent vendre, que ce soit le potier, la manufacture ou les usines de coton, si on réussit à le vendre à un des marchands. Je précise d'ailleurs que même si le marchand n'a plus le bonus, je pourrais tout à fait plus tard prendre une autre action pour vendre lui à lui ici, il va encore en vouloir, j'aurai pas juste pas le bonus parce que j'aurai pas accès à la bière. La bière, il va falloir que je la prenne ailleurs, évidemment. Là, présentement, j'en aurai pas d'accessible parce que ce marchand-là, c'est pas ce type de ressources-là qu'il veut. Mais si j'ai une bière ailleurs qui est disponible, si je m'en produis une, je peux tout à fait vendre lui là. Ça va quand même me permettre de tourner la tuile. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on tourne une tuile? Ça fait 3 choses. Premièrement, ça me permet de marquer des points de victoire dans la phase de marquage de points, de score de points. Ça, on va y revenir. Deuxièmement, il y a un effet immédiat ici où on va augmenter sa source de revenus. Et troisièmement, ça va augmenter la valeur de toutes les tuiles qui sont connectées à cette ville-là. Dans ce cas-ci, ces tuiles-là vont marquer davantage de points. Disons qu'on est encore dans la première heure. Ces tuiles-là vont marquer davantage de points. On va voir ça aussi dans la phase de score. Fait que, bref, on le met en position pour la phase de score. Par contre, immédiatement, le revenu va monter dès qu'une tuile est tournée. Dans ce cas-ci, on voit que le revenu monte de 5. Fait que sur la piste de revenu, le joueur mauve va tout simplement monter en suivant de 5. On voit que je n'ai pas monté en suivant la valeur de revenu en tant que telle. J'ai monté en suivant la valeur en points de victoire sur la piste. C'est toujours comme ça qu'on va monter. Par contre, on voit qu'en faisant cette action-là, mon revenu a passé de 0 à 3 sous à la fin de chacun de mes tours. Fait que augmenter ces sources de revenus comme ça va être une source importante de financement pendant la partie. Justement, si on manque d'argent, une des actions qu'on peut faire, c'est faire un emprunt. Pour faire un emprunt, on va défausser encore une fois une carte de son choix. On va reculer de 3 sources de revenus, fait que donc pas en suivant la piste qui monte plus rapidement, en suivant celle qui monte plus lentement. Fait que si j'étais à 3, il faut que je recule de 3 fois. Fait que 1, 2, 3, je reviendrai à un revenu de 3. Si j'étais ici, je reculerais de 1, 2, 3, alors que si j'étais par exemple vis-à-vis le 5 en bas, il faudrait que je recule de 3, fait que 1, 2, 3, comme ça ici. Et si on fait ça, en échange, on peut prendre 30 livres qu'on se rajoute à sa réserve personnelle. Fait qu'on recule notre source de revenus brut de 3, mais on prend 30 livres. Une autre action qu'on peut faire, c'est faire l'action de scout. Fait que ça va être une action qui va nous donner beaucoup de versatilité. Pour la faire, comme toutes les autres actions, on va défausser une carte de sa main. Et elle, on va défausser 2 cartes supplémentaires de son choix. Par contre, on va aller prendre un exemplaire de chacune des cartes Wild présentement qui sont disponibles. Fait que ça va nous donner beaucoup de versatilité par la suite. Et on ne peut pas faire cette action-là s'il nous reste au moins une des 2 cartes Wild dans sa main. On n'a pas le droit de le faire. Fait que dans notre mise en place, on a mis 2 cartes de chaque type. Fait que ça indique que l'autre joueur peut faire cette action-là aussi, mais moi, je ne peux plus la faire parce que j'en ai dans ma main. L'avant-dernière action que je vais expliquer, c'est l'action de développement. Elle va nous permettre d'accéder plus rapidement à certaines tuiles sur notre plateau. Fait que ça va nous permettre de résumer un petit peu ce qui se passe sur mon plateau personnel. Mon plateau personnel il est divisé. Ici, j'ai mes types d'industries qui produisent. Fait que j'ai mes usines de charbon, mes usines d'acier, mes usines de bière, manufacture, les usines de coton, puis les potiers. Quand je construis quelque chose, je vais venir dans quelques instants l'action de construction, je dois toujours y aller du niveau le plus bas en allant vers le niveau le plus haut. Donc, dans la situation ici, si je voudrais construire une usine, je n'aurais pas le choix de commencer par cette usine-là. Parce que c'est mon usine de niveau 1. Si je construis une usine de charbon, je n'ai pas le choix d'y aller avec elle. Ainsi de suite pour tous les autres types d'usines.
l'action de développement, si on veut la faire. Comme toutes les autres actions, on va commencer par défausser une carte de sa main dans sa défausse personnelle et on va enlever 2 tuiles de son plateau de jeu en respectant les règles que je viens de dire, fait qu'en enlevant les 2 plus basses. Fait que par exemple, je pourrais dire, j'enlève ces 2 tuiles-là. Ce qui veut dire que quand je vais passer à ma prochaine action de construction, j'aurai immédiatement accès à mes tuiles de niveau 2 dans ce type d'usine-là où j'aurais pu enlever celle-ci et celle-ci sans aucun problème. On le gère comme on veut, mais on en enlève 2 à chaque fois qu'on fait l'action de développement. Ce qui m'amène finalement à l'action la plus importante du jeu, c'est-à-dire l'action de construction. L'action de construction, c'est la seule action que le type de carte que tu vas jouer va avoir une grande importance selon la carte que tu vas choisir. Toutes les autres cartes, toutes les autres actions, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, tu as juste à défausser une carte, entreprendre ton action et il n'y a pas de problème. Dans le cas de l'action de construction, la carte que tu vas défausser va être très importante. Il y a 2 types de cartes dans le deck. Si tu défausses une carte qui représente une industrie, par exemple Cipotier, on en a différents autres types, mes usines à bière, mes usines d'acier, il y en a de charbon, il y en a de tous les types. Si tu défausses donc une carte d'industrie, tu vas pouvoir construire dans un lieu où cette industrie-là est imprimée et ce lieu-là doit être connecté à ton réseau. Dans l'exemple qu'on a devant nous, par exemple, je ne pourrais pas faire ça parce qu'il y en a une qui est juste ici, mais elle n'est pas connectée à mon réseau. Si j'avais un bâtiment qui est juste ici et une tuile de bateau juste ici, en jouant cette carte-là, là, je pourrais construire cette tuile-là juste ici, en respectant les règles que je viens d'expliquer. Fait que ça, si tu joues une carte d'industrie, ça va fonctionner comme ça. Si tu joues une carte de lieu, ça te donne un petit peu plus de versatilité. Disons qu'on est organisé comme ça ici. Si je joue une carte de lieu, dans ce cas-ci, c'est Birmingham, je vais pouvoir les construire dans ce lieu-là, n'importe quelle tuile qui est demandée, même si le lieu n'est pas encore connecté à mon réseau individuel. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais payer les ressources qui sont demandées pour aller construire ça juste ici. Je dois respecter ce qui est demandé sur les différentes cases. Et, très important, dans la première ère du jeu, dans la première moitié du jeu, je ne peux pas construire un bâtiment dans une ville si moi j'ai déjà un bâtiment dans cette ville-là. Fait qu'en ayant déjà, par exemple, ce bâtiment-là à Birmingham, je ne pourrais pas jouer une carte Birmingham pour aller en construire un autre. Le joueur adverse, lui, pourrait le faire. Fait que lui pourrait aller là. Et une fois que ça c'est fait, là, les 2 joueurs, on pourrait plus retourner à Birmingham pendant la première ère. Fait que les cartes lieux vont fonctionner comme ça, les cartes usines vont fonctionner comme ça, et les cartes wild, comme j'ai déjà dit comment on peut fonctionner, ça c'est n'importe quel lieu, et ça, comme on peut le voir, c'est n'importe quel type d'usine. Fait qu'il nous donne la versatilité si on a déjà fait ça. Fait que première chose qu'on va faire, c'est qu'on va défausser une carte quand on fait une action de construction, puis ça va nous indiquer soit l'endroit où on peut construire, soit le type d'industrie qu'on peut construire qui est connecté à notre réseau personnel. Allons-y avec un exemple concret. Je commence en jouant la carte de Kinderminster. En jouant la carte de Kinderminster, ça me donne accès à cette ville-là. C'est connecté à mon réseau, mais ça ne serait pas important, même si c'était pas connecté directement à mon réseau. Je pourrais jouer quand même parce que j'ai joué la carte de la ville. Ensuite, je décide d'y construire cette tuile-ci. Le coût de la tuile il est indiqué juste à gauche ici, fait qu'on voit qu'il me coûte 14 livres ainsi qu'un cube de charbon. Je vais donc déposer ma tuile juste ici, dans la ville de Kinderminster. Je dois payer mes 14 sous. Je vais donc prendre mon 14 sous que je vais aller placer sur ma tuile de joueur. À chaque fois qu'on donne l'argent, on va le mettre là. Et ensuite, je dois consommer un de charbon. Je vais aller regarder. Via mon réseau, je suis connecté à cette usine de charbon-là. Je vais donc pouvoir dépenser ce charbon-là pour construire mon usine. Je vide la tuile du joueur jaune. J'ai pas le choix, c'est le seul charbon qui est disponible présentement. Ça va donc tourner sa tuile. Le joueur jaune, son income va augmenter de 6. Puis il va marquer des points dans la phase de scoring. Si l'usine du joueur jaune avait déjà été vide, on voit que via mon réseau, je suis également connecté au marché. Je pourrais donc, pour 2 sous, aller acheter le cube de charbon dont j'ai besoin pour arriver au même résultat et construire donc mon usine de coton. Si on construit des bâtiments qui sont des productions de charbon ou de fer, la façon dont on va fonctionner, disons que j'ai joué la carte de Dudley, j'ai payé les 5 sous que ça prend pour pouvoir jouer cette tuile-là. Fait que donc c'est un 5 sous que je vais mettre à la place de mon 14 sous. C'est un 5 sous que je vais placer sur cette tuile-ci. Une fois que je vais avoir placé mon cube, mon jeton, dis-je, je dois aller remplir de ma tuile du nombre de cubes qui est demandé. Dans ce cas-ci, c'est 2 cubes. Immédiatement après avoir fait ça, je vais regarder si je suis connecté
au marché, ce qui est le cas parce que je n'ai pas besoin de passer par mon réseau à moi pour être connecté au marché. Si je suis connecté au marché, on va tout de suite vendre le plus de cubes qu'on est capable au marché pour remplir les espaces nécessaires. Comme il y a présentement 4 espaces disponibles au marché, je vais immédiatement vendre ces deux-là au coût de 2 chaque. Je vais donc ramasser 4 $. Et en plus d'avoir ramassé 4 $, ça va me permettre de tourner ma tuile immédiatement, étant donné que j'ai tout de suite vendu tous les cubes qui sont dessus. Si on construit une unité de production d'acier, c'est le même principe. De fer, ça va être le même principe, sauf qu'on n'a même pas besoin d'être connecté au marché parce que, comme on l'a déjà vu, le fer, on n'a pas besoin de passer par le réseau pour utiliser ou dépenser du fer. Fait qu'au moment où on construit, s'il y a des cases de libre dans le marché de fer, on va tout de suite aller porter le plus de cubes qu'on est possible, qu'on est capable. Si on va toutes les porter, on va tourner la tuile comme on l'a déjà vu. Dans le cas des bières, si un joueur construit une zone de production de bière, il va aller placer une bière dessus si on est dans la première aire, il va en placer 2 dessus si on est dans la deuxième aire, et ça, comme il n'y a pas de marché, ça ne peut pas se vider automatiquement, il va falloir qu'un joueur le consomme éventuellement pour vider la tuile. Je l'ai dit, je le redis, pendant la première heure du jeu, chaque joueur peut construire un maximum d'une tuile par ville, ce qui peut lui donner éventuellement accès pour continuer à développer son réseau. Les cartes qui sont, soit dit en passant, les cartes qui sont dans le haut du plateau, dans une partie à 2 ou à 3 joueurs, ne seront pas toutes utilisées, mais les lieux, on peut quand même s'y rendre si on veut s'y connecter, mais les cartes de ces villes-là ne seront pas là dans une partie seulement à 2 joueurs, ils vont être là dans des parties à 3 ou à 4 joueurs. Donc, seulement un joueur, chaque joueur peut être là seulement une fois par ville dans la première phase du jeu. Dans la deuxième ère du jeu, là, il n'y a plus aucun problème. Les joueurs peuvent construire autant de fois qu'ils veulent dans chacune des villes, prenant possession de l'entièreté de la ville. Je termine l'action de construction en disant que certes, parfois, il y a ce petit icône-ci qui est juste ici de l'action. Parfois, il y a un petit icône comme ça ici. Parfois, on va l'avoir en version dans l'autre sens, avec la version noire comme ça ici. Ce symbole-là indique que ce bâtiment-là peut juste être construit dans l'ère 1, alors que ce symbole-là indique que ce bâtiment-là peut juste être construit dans l'ère 2. Ce qui veut dire que dans l'ère, si je suis rendu à l'ère 2 et je n'ai pas encore construit ces deux bâtiments-là, je n'aurai pas le choix de faire une action de développement pour les enlever, pour avoir accès aux bâtiments plus hauts, sinon je ne serai pas capable. Ça va être la même chose pour les bâtiments. La plupart des bâtiments de niveau 1 ont tous cette icône-là. Fait que je vais avoir à m'en débarrasser via l'action de développement si je ne les ai pas construits dans l'ère 1. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait complètement vidé le deck de cartes et que les joueurs aient vidé leur main de cartes également, ce qui va faire donc un nombre de tours fixe. Donc, si on résume le tour de jeu, à son tour de jeu, on va jouer 2 actions en défaussant une carte par action. On peut construire, on peut développer son réseau, on peut aller chercher des cartes wild, on peut faire un emprunt, on peut développer son plateau personnel pour accélérer l'accès au bâtiment de niveau plus haut, et on peut vendre des industries spécifiques si on a les ressources pour le faire en tournant la tuile, puis en le vendant à un marchand auquel on a accès via le réseau commun. Donc, à la fin de son tour de jeu, le joueur qui a dépensé le moins d'argent devient le premier joueur. On repige 2 cartes pour refaire sa main et on gagne son income, fait que le chiffre qui est écrit dans le cercle gris ou dans le cercle doré, fait qu'il y a une perte ou un gain, selon où on est rendu avec tous les petits jetons qu'on va avoir flippés au fur et à mesure qu'on avance dans la partie. Quand on a vidé le deck de cartes au complet, là, on arrive à la fin d'une ère. Il y a 2 aires dans le jeu. Les 2 aires vont fonctionner exactement de la même façon, puis c'est à ce moment-là qu'on va scorer nos points. Donc, le décompte de points à la fin d'une heure, c'est très simple. Il y a 2 choses qui vont marquer des points. Nos tuiles industrie qui ont été retournées vont valoir des points. Fait que, par exemple, elle ne marquera pas parce qu'elle n'a pas été retournée. Il n'a pas été capable de le faire. Et nos tuiles de réseau vont également marquer des points. On va généralement commencer par compter les tuiles du réseau. La façon que les tuiles de réseau vont connecter, c'est qu'on va aller regarder toutes les villes qui sont connectées à la tuile du réseau. Par exemple, la tuile du réseau qui est juste ici est connectée à ces 2 villes-là. Et on va aller regarder toutes les tuiles qui ont été retournées, le nombre d'icônes hexagones qu'ils ont comme ça ici, d'icônes de réseau qu'elles ont. Fait que lui, par exemple, il touche à 2 icônes de réseau total, il fait 2 points. Lui, il touche à 3 icônes de réseau, il fait 3 points. Fait qu'il est rendu un total de 5. Cette tuile-là ici va toucher à 3 icônes de réseau, puis fait un autre 3 points, total de 8. Et il y en a un autre ici qui touche encore une fois à 3 icônes de réseau, fait que lui, il a fait un total de 11 points. Plus 1 point ici, parce que lui, il touche, en fait, plus 2 points, parce qu'il touche à 2 autres icônes de réseau. Comme on le voit, ça n'a pas besoin du tout d'être les tuiles de sa couleur. Fait que lui, il a fait un total de 13 points. Vous avez remarqué, au fur et à mesure qu'on les compte, on les enlève. Le réseau se détruit complètement après la fin d'une heure.
Le joueur mauve, ben, il va marquer 1 point pour lui, 2 points pour lui, ça fait 3. Il va marquer 1, 2, 3, 4 pour lui, on est rendu à 7. 1, 2, 3, 4 pour lui, on est rendu à 11, plus 1 pour lui, on serait rendu à 12 points. Et son réseau, comme l'autre joueur, son réseau va être complètement détruit par la suite, il va être à reconstruire dans la deuxième zone. L'autre chose qu'on va marquer, ce sont les bâtiments. Mais là, on va tout simplement les marquer, les chiffres qui sont écrits dans la valeur hexagonale. Fait que le joueur jaune marquerait 3, 8, 13, 16, plus 3, il marquerait 19 points. Alors que le joueur mauve en marquerait 6, 7, 8, 9, 10, 11 points dans l'exemple rapide que je viens de faire. On va marquer ces points-là en se servant du jeton hexagonal qui est juste ici. Fait que j'avais 16 plus 15, je pense, pour le joueur jaune, fait qu'il monterait à 31 points. On va se servir de cette piste-là. Ça, c'est la piste d'income. Fait qu'on va se servir de cette piste-là pour marquer des points. On va faire la même chose avec le joueur mauve. Dernière partie très importante. À la fin de la première ère, tous les bâtiments de niveau 1 sont détruits. Fait que ces bâtiments-là vont avoir rapporté des points, mais on va tous les enlever. Les bâtiments de niveau 2 vont rester, ce qui veut dire qu'ils vont remarquer le 3 et le 5 points respectivement à la fin de la partie. Tandis que dans le cas de joueur mauve, ces deux bâtiments-là s'en vont, et ça, c'est relativement désastreux quand ça arrive. Ce bâtiment-là va avoir été détruit, puis il n'aura même pas profité parce qu'il n'aura pas réussi à le tourner. Fait que comme il est de niveau 1, ce bâtiment-là est également détruit. Quand ils sont détruits, ils ne retournent pas sur le plateau personnel, on les enlève, fait qu'on ne pourra plus les construire par la suite. Quand l'ère 2 va recommencer, on va redistribuer un nombre de cartes spécifique à chaque joueur selon le nombre de joueurs qu'on est. Et on va recommencer le même manège, jouer 2 cartes pour entreprendre différentes actions. L'action de réseau va avoir été modifiée un petit peu comme je l'ai déjà expliqué en expliquant l'action réseau, alors qu'on va pouvoir construire son réseau de façon plus rapide, mais ça va coûter plus cher et on va avoir à dépenser du charbon. Et on va continuer donc à développer des industries, vendre des trucs aux différents marchands, développer son réseau, construire des bâtiments, aller chercher des cartes wild, faire des emprunts, etc. Et à la fin du deuxième âge, donc quand on a passé au travers du deck une deuxième fois, on arrive à la fin de la partie et on recompte les points exactement de la même façon qu'en première partie. Cette fois-ci, on va avoir placé des trains dans la deuxième phase du jeu. Chaque train qu'on place, on va regarder le nombre d'hexagones qui lui touchent, qui sont adjacents. Ce train-là, par exemple, marquerait 3 points parce que dans les deux villes adjacentes, il y a 3 hexagones. Alors que, par exemple, le train qui est juste ici en marque 6, le train qui est juste ici en marque 5, ainsi de suite. Et on se rappelle que dans la deuxième ère, les bâtiments peuvent avoir été construits plusieurs joueurs de la même couleur, plusieurs bâtiments de la même couleur peuvent être construits dans la même ville. Donc, ça peut faire des explosions au niveau des points. Les bâtiments vont marquer potentiellement une deuxième fois ou pour la plupart une première fois les points, fait que la valeur hexagonale. Tous les bâtiments qui sont là, qui ont été retournés, vont marquer des points. S'il y a des bâtiments qui ont été placés, qui n'ont pas été retournés, encore une fois, ils ne marqueront pas de points. Et celui qui a le plus de points à la fin de la deuxième ère va remporter la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui va être le plus avancé en termes d'income. Fait que si on a une égalité, puis le joueur jaune a présentement un income de 28, alors que le joueur mauve a un income de 27, mais c'est le joueur jaune qui va l'emporter. S'il y a encore une égalité, c'est celui qui lui reste le plus d'argent comptant présentement en main qui va gagner la partie. Alors voilà, c'était Brass Birmingham. Donc, si je commence ma critique, comme d'habitude, les composantes dans ce jeu-là sont tout simplement extraordinaires. Je ne connais pas la version magasin, par contre, bien honnêtement. Moi, j'avais supporté sur Kickstarter en 2018, quelque chose comme ça, la version Deluxe de Roxley Games, qui vient avec les espèces de jetons de poker de très, très haute qualité. C'est un jeu que, visuellement, ils ont retapé un classique qui était pas super attrayant à l'œil. Puis ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est Mr. Coddington, les artistes sur le jeu. Puis ils ont vraiment fait un super beau travail iconographique. Les cartes sont super belles. Le plateau lui-même est extraordinaire, autant d'un côté que de l'autre. Les tuiles sont de bonne qualité, les cartes sont de bonne qualité, les jetons sont d'excellente qualité. Fait que c'est vraiment une superbe production, à tout le moins pour la version de luxe. On me dit que la version magasin, le plateau de joueurs personnel est un peu moins épais. C'est pas un très gros problème. Les tuiles, je pense que c'est la même chose. Puis évidemment, là, tu as des jetons de carton plutôt qu'avoir les chips de poker pour l'argent. Mais au niveau visuel, c'est vraiment un produit extraordinaire. Au niveau du gameplay, c'est un jeu étrange, extrêmement efficace, à la fois qui encourage à la fois une espèce d'interaction positive tout en étant extrêmement coupe-gorge dans ses mécaniques. C'est un jeu qui roule très bien, qui est relativement facile à expliquer dans son cœur,
Parce que tout ce que tu as à faire, c'est que tu défausses une carte, tu prends une action, tu fais ça 2 fois, puis après c'est au tour du joueur de l'autre. Celui qui a dépensé le moins, il joue en premier pour le tour suivant. C'est pas mal ça, puis tu ramasses ton revenu à la fin de chacun de tes tours de jeu. Fait que le cœur du jeu en tant que tel, je viens de le résumer en 2 minutes, ça se fait relativement bien. Ses particularités, ce qui font qu'il est étrange, c'est vraiment sa gestion de ses ressources à l'intérieur du jeu. Puis c'est ça qui fait que, selon moi, il est vraiment très très bon. C'est la façon dont il va utiliser l'interaction positive pour forcer les joueurs à interagir entre eux, puis te forcer à regarder puis à porter attention à ce que les autres joueurs font autour de la table. Si je veux construire une usine qui a besoin de... Puis j'ai besoin de payer 2 de charbon pour la construire, cette usine-là, il faut que j'ai accès à ce 2 de charbon-là. Il faut donc que je me sois construit un réseau, que je me sois connecté au réseau de quelqu'un pour avoir minimalement accès au marché pour pouvoir payer de l'argent pour aller chercher le charbon qui est là, ou pour aller chercher le charbon qui est disponible sur le plateau de jeu. Fait, idéalement, je vais me construire mes usines à charbon et je vais utiliser mes usines à charbon, mais je n'aurai pas le temps de l'utiliser, quelqu'un d'autre va prendre mon charbon avant moi. Par contre, ça va me faire suer parce que le charbon que je vais m'être préparé, je ne pourrai pas l'utiliser. Par contre, quand quelqu'un va prendre mon charbon, ça va vider mon usine à charbon. Si elle la vide, l'usine va tourner, ce qui va augmenter mes revenus à tous les tours de jeu par la suite. Fait que quand on tourne une usine, par exemple, cette tuile-là augmente mon revenu de 7 cases. Augmenter mon revenu de 7 cases, ça peut être potentiellement 2, 3, 4 piastres de plus que je fais à tous les tours de jeu jusqu'à la fin du jeu. Fait que je suis vraiment très, très, très content quand ça arrive. Fait que cette interaction-là est vraiment spéciale. J'ai pas vu ça souvent dans un jeu de société, ce type d'interaction-là. Fait que c'est un jeu qui devient extrêmement tendu, une belle tension, très rapidement entre les joueurs, parce qu'il faut toujours porter attention. C'est un jeu, tu sais, Pierre-Marc qui participe régulièrement à la chaîne maintenant, il a dit quelque chose qui est extrêmement brillant sur le jeu, c'est que c'est un jeu où tu dois être constamment en réaction à ce qui se passe autour du jeu. Tu peux pas te faire une planification sur 12 tours à l'avance puis garder ton plan de match sans y dévier. Tu dois t'adapter à ce qui se passe autour de la table. Je m'enligne pour produire telle chose, je vois que des joueurs commencent à avoir vraiment un grand besoin en acier, je peux produire de l'acier, je vais produire de l'acier, mon usine va se vider instantanément parce que les autres joueurs vont aller piger dedans. Je vois qu'il n'y a pas de charbon sur la table, le marché de charbon est en train de se vider, je construis du charbon, ça remplit le marché d'un coup sec, je fais plein d'argent, je change mes tuiles, je tourne ma tuile directement. Fait qu'il faut toujours que tu sois en train de t'adapter à ce qui se passe autour du plateau. Je trouve ça intéressant aussi parce que c'est un jeu où les sources de points, même si elles sont limitées, entre guillemets, parce que tu as tes bâtiments et tes tuiles de réseau qui vont te rapporter des points seulement, il y a beaucoup de façons de les optimiser. La ville de Birmingham est 4 cases, par exemple. La ville de Birmingham, on sait qu'on va se battre pour avoir le réseau autour de la ville, ce qui est très thématique aussi. Si on est la plus grande ville industrielle puis on est connecté à cette ville-là, on va marquer davantage de points. Mais tu peux tout à fait gagner en n'ayant pas tant de bâtiments que ça sur le plateau si tu as bâti un réseau qui est extrêmement fort et qui touche à tous les endroits qui valent le plus de points possible, si tu as été chercher les divers bonus qui vont s'offrir à toi autour de la table. Ou les bonus qui vont s'offrir à toi si tu vas vendre aux différents marchands autour du plateau, par exemple. Fait que la façon dont les ressources s'utilisent, surtout celle-là, contrairement à Brass Lancashire, qui est le Brass précédent, qui est l'original en quelque sorte, où lui, il y avait juste 2 ressources, l'acier et le charbon. Celui-là, il y en a une troisième qui est les barils de bière. Le fait d'avoir une troisième ressource, ça te donne vraiment une très très belle, je trouve, versatilité, puis une très très belle interaction entre les joueurs qui sont autour du plateau. Tu vas regarder, il n'y a plus de bière sur le plateau, je vais en construire. On est à l'ère 2, ça fait apparaître 2 barils de bière, les joueurs vont vouloir sauter dessus. Puis fait, c'est un jeu où ton timing a besoin d'être très très fort. En même temps, c'est un jeu qui est très coupe-gorge. Tu as besoin des ressources, les autres vont tout évoluer avant que tu aies besoin avant que tu sois capable de les utiliser. Si tu te construis une usine dans le but de t'en servir toi-même, tu risques d'être amèrement déçu. Tu vas avoir de la misère à accéder à tes propres ressources parce que les autres joueurs vont les utiliser avant toi. Puis je le trouve très intelligent dans sa façon de gérer le tour de jeu parce que tu peux te planifier des choses si tu gères bien tes trucs en disant je ne dépenserai pas beaucoup d'argent ce tour-ci, donc je serai le dernier à jouer. Donc je serai le premier à jouer au prochain tour. Fait que si je me planifie pour dépenser beaucoup d'argent un tour, suivi de pas beaucoup d'argent le tour subséquent, ben, ça me permet de jouer potentiellement jusqu'à 4 actions d'affilée. Fait que bref, c'est un jeu qui a beaucoup de mécaniques intéressante, beaucoup d'interactions super intéressantes. Il y a quand même des petits défauts. La mise en place est vraiment dégueulasse là, parce que tu as tous ces jetons-là à placer. Puis des fois, tu en as 2, des fois, tu en as 3, des fois, tu en as juste un sur une case. Puis il n'y a pas vraiment de façon de le classer facilement dans ta boîte quand tu le sers pour le ressortir facilement. Ça, c'est un aspect désagréable. Mais la mise en place, c'est à peu près son seul aspect négatif. L'autre chose que je dirais, c'est qu'il n'est pas évident à expliquer parce que son système de ressources n'est pas naturel. Puis il y a beaucoup de petites choses qu'il faut se rappeler.
L'action de construction de réseau n'est pas la même dans la première heure, dans la deuxième heure. Dans la première heure, je peux construire juste un bâtiment de ma couleur dans une ville. Dans la deuxième heure, je peux construire autant de bâtiments de ma couleur dans une ville que je le veux. Dans la deuxième heure, ça coûte du charbon construire du réseau, alors que dans la première heure, ça coûte juste de l'argent, puis même je peux prendre une bière, puis du charbon, puis de l'argent pour construire 2 tuiles réseau dans une seule action, ce qui est très optimal, mais tu as beaucoup de petits détails à te rappeler comme ça. Si je veux accéder au marché, il faut pas oublier que je me connecte à ce marché-là, il faut que mon réseau se rende au marché pour que je puisse y accéder. Les tuiles de bonus ils vont fonctionner un petit peu différemment, fait que tu as bien des petits détails qui ne sont pas nécessairement faciles à se rappeler, surtout les premières fois que tu joues. Et surtout, la gestion globale des ressources dans le jeu est vraiment très particulière. Le charbon, je dois être connecté par des bateaux, des trains, peu importe qu'ils appartiennent à qui. L'acier, je peux le prendre n'importe où sur le plateau. La bière, je dois être connecté par des bateaux, des trains, sauf si c'est ma bière à moi, où là, j'ai pas besoin d'être connecté de quelconque façon entre l'endroit où je construis et l'endroit où la bière se trouve. Je peux l'utiliser vu que c'est ma propre bière. C'est pas super naturel pour un premier joueur. Il y a également une action qui existe, dont je n'ai même pas parlé, qui est le overbuild, qui s'appelle de construire par-dessus un bâtiment qui existe déjà, où grosso modo, tu peux remplacer une tuile qui est déjà sur le plateau par une tuile du même type, mais d'un niveau supérieur. Mais ça arrive tellement jamais parce que les conditions sont super strictes, restreintes de comment cette action-là se passe, que je me demande pourquoi elle est dans le jeu. Peut-être que quelqu'un en commentaire pourrait me dire qu'il a déjà gagné une partie grâce à cette action-là, mais moi je ne l'ai jamais vu en 6-7 parties. Je ne l'ai jamais vu se faire cette action-là, fait que je ne sais pas pourquoi elle est là. Fait que bref, est-ce que c'est un excellent jeu? C'est un excellent jeu. Est-il le meilleur jeu de l'histoire de l'humanité comme le proclame Board Game Geek? J'en suis moins certain. Dans mon cas, il était quelque chose comme 85e dans mon top 100, ce qui, on s'entend, quand même très très bien placé. Fait que c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'ai pas assez joué à mon goût, fait que donc pas maîtrisé à mon goût, puis c'est un jeu que tu vas apprécier davantage au fur et à mesure que tu le maîtrises, parce que tes premières parties, c'est un peu difficile de savoir quel angle prendre pour bien performer dans une partie, parce que tu as beaucoup d'options qui s'offrent à toi. Quel type d'industrie je veux construire, dans quel ordre, comment je vais faire pour accéder à toutes les ressources dont j'ai besoin pour construire ça, est-ce que je vais offrir mes ressources aux autres, tenter de prendre leurs ressources, etc. Tu as beaucoup d'options, mais c'est vraiment excellent. Si tu aimes les jeux économiques qui sont de type dans ta face, les jeux où ton économie est extrêmement serrée et que tu dois vraiment bien réfléchir et t'adapter, être en mouvance et t'adapter avec ce qui se passe sur le plateau de jeu pour être capable de mieux performer, c'est d'après moi un jeu que tu trouveras excellent, comme la plupart des gens qui ont joué, qui aiment les euros. Donc un grand classique, Brass Birmingham. Je termine en soulignant que je préfère la version Birmingham parce qu'il y a une ressource de plus que je trouve intéressante à gérer. Puis il y a 2-3 autres petites twists très mineurs, mais assez pour que je le trouve légèrement supérieur à Lancashire, si jamais tu te posais la question. Donc voilà, fait que j'espère que tu as apprécié cette critique et cette revue de ce jeu. N'hésite pas à me dire si c'était pas clair pantoute ou si j'ai fait plein d'erreurs, c'est pas impossible. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a éclairci ou fait minimalement un aperçu sur le jeu. Je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de te souhaiter une excellente fin de journée, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. J'ai la misère aujourd'hui. Si ce n'est pas fait, venez nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram, de nous supporter sur Patreon si ce n'est pas encore fait pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine, fais attention à toi.